D'habitude, j'ai un peu envie de taper les gens qui disent qu'il faut poser son cerveau devant certains films, mais j'ai vu Greenland 2 et j'ai plutôt bien aimé. Keep going. À écran large, on a pour principe de ne jamais dire non à un film catastrophe parce que, comme n'importe quelle personne saine d'esprit, on aime voir le monde brûler, se noyer, être foudroyé, balayé par des tornades ou troué par des astéroïdes. C'est un genre avec lequel on sait être indulgent. Peut-être même trop, parfois, puisqu'on arrive à défendre des films comme 2012, Fusion ou The Wandering Earth qu'on trouve franchement marrants. Mais on reconnaît aussi qu'il y a des craquages, disons, dispensables et des déceptions impardonnables du côté d'Hollywood. Et oui, je parle de toi, Pompéi de mes deux. Il faut également avouer qu'on a un faible pour la trogne bourrue de Gerard Butler, qu'on sait capable de tirer dans le tas autant que sur la corde sensible. Et si je dis on depuis le début de la vidéo, c'est pour pas assumer de dire je. Alors ok, sa filmographie n'est pas renversante, mais c'est quand même un acteur solide et pas que physiquement. Le remake en live action de Dragon est le dernier exemple en date, mais on pourrait aussi citer Criminal Squad, 300, Que justice soit faite, The Vanishing, Prisonnier du temps ou Ultimate Game. Et je vous laisse deviner si je plaisante ou pas pour celui-là. Avant de continuer à parler de Gerard Butler qui esquive des comètes, on va parler du partenaire de cette vidéo, les éditions Verso, spécialisées dans la littérature de genre. Aujourd'hui, je vous présente Sécher tes larmes, un thriller d'enquête et le premier roman écrit par Maï Lepage, qui connaît bien le milieu puisqu'elle est gardienne de paix à Lyon. Mais elle a commencé à l'écrire quand elle était basée à Annemasse, en Haute-Savoie. C'est donc dans cette petite ville que se déroule cette histoire troublante autour d'un double enlèvement. La particularité, c'est que ce double enlèvement concerne la même femme kidnappée au même endroit et de la même façon qu'elle l'avait été 7 ans plus tôt, avant d'échapper à son ravisseur qui n'a depuis jamais été retrouvé. Pour résoudre cette affaire hors norme, la police locale demande l'aide d'Emma Fauvel, une enquêtrice à la PJ de Créteil qui a vécu à Annemasse mais l'a quittée après un mystérieux drame survenu dans son adolescence et décortiqué au fil des chapitres. C'est elle qui guide la narration, avec quelques changements de point de vue par moment, pour rebattre les cartes et semer de nouveaux indices sur cette histoire bien plus tentaculaire, sinistre et personnelle qu'elle l'imaginait au départ. Personnellement, j'ai bien aimé l'héroïne du roman, sa personnalité rugueuse, son manque de tact et sa franchise assez savoureuse, loin de la flic surdouée et idéaliste à laquelle on aurait du mal à croire. C'est un personnage plus authentique. Elle se trompe, s'emporte, a parfois une fierté mal placée, mais aussi une sensibilité refoulée et des failles insoupçonnées. J'ai aussi bien aimé la spirale infernale dans laquelle se piège progressivement Emma, éprouvée par ses souvenirs qui rejaillissent, mais aussi la canicule, ses insomnies et ses relations pas toujours heureuses avec ses collègues. Avec en plus les montagnes qui l'encerclent, la ville devient une sorte d'étau qui se resserre autour d'elle à mesure qu'elle se rapproche de la cruelle vérité. Ça sort ce 16 janvier dans toutes les librairies si jamais vous avez des proches à gâter ou si vous voulez vous faire un cadeau de Noël en retard. En tout cas, que ce soit pour les films catastrophes ou les films avec Gerard Butler, on a toujours un petit signal d'alerte qui s'active. Donc, l'annonce d'un film apocalyptique porté par les gros bras de l'acteur écossais, c'était une promesse alléchante. Et mieux encore, c'était une promesse tenue. On a effectivement trouvé que le premier Greenland était une bonne surprise, même si le film est parfois miné par des clichés aussi gros que la comète Clark. Mais c'était suffisamment solide pour se laisser embarquer dans l'aventure et attendre la suite, même si la fin ne s'y prêtait pas plus que ça. Et puis on avait toujours Geostorm comme point de comparaison, ce méga nanar de la honte à 120 millions de dollars, ce qui donnait d'emblée un bonus à Greenland. Avec 35 millions de dollars de budget de production, le film réalisé par Rick Romanvo n'avait pas de toute façon les moyens ni la folie des grandeurs d'un Moonfall ou d'un San Andreas. Il a privilégié le chaos humain aux grandes démonstrations pyrotechniques et en quelque sorte l'ordinaire à l'extraordinaire. Et paradoxalement, c'est cet aspect intimiste du scénario et son échelle humaine qui s'avérait être la plus grande force du film, alors même que le pitch laissait la porte ouverte à tous les excès. Parce qu'on parle pas d'une catastrophe plausible à la Twister ou Daylight, mais bien d'une comète géante à la Armageddon qui change littéralement la face du monde. Donc sans surprise, la suite de l'aventure se voulait plus grande, plus grave et plus spectaculaire, avec cette fois une belle enveloppe de 90 millions de dollars hors marketing pour embraser, caillasser, fissurer et inonder la Terre. Du coup, le risque, c'était que Greenland Migration troque sa sobriété contre une bête et cynique surenchère numérique de cataclysmes en tout genre, tel un Roland Emmerich des mauvais jours. Mais il faut croire que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit,
puisque ce second volet tient toujours la route, même s'il chancelle par endroits et manque plusieurs fois de perdre l'équilibre. Je me défends tout de suite, je ne vous vends pas du Kubrick non plus, le film a toujours un cahier des charges à remplir, des clichés à revendre, des dialogues savonneux et des petits rendez-vous manqués par-ci par-là. Mais on va dire que dans mon cas, l'amusement a pris le pas sur la déception. Si on en est à lister les défauts, allons-y. On peut ajouter l'invraisemblance générale du périple, la malchance ahurissante de la famille Garrity, les catastrophes qui s'enchaînent un peu trop vite à mon goût, surtout le départ en bateau du Groenland, l'archétype un peu gonflant du super papa super courageux et les mouvements d'émotion calés mécaniquement entre les séquences d'action. Plus globalement, on pourrait reprocher au film l'avancée ultra cadencée de son scénario et son schéma redondant où le calme précède toujours la tempête. Certes, c'est mécanique, mais au moins, ça ne laisse presque aucun temps mort, il y a toujours un danger à affronter quelque part, et en plus de ça, la durée a été ramenée à 1h40 contre 2h pour le premier volet qui était beaucoup trop long pour son propre bien. En plus de ça, le scénario coécrit par Chris Sparling et Mitchell Lafortune, qui était derrière le sympathique Last Breath, n'a pas abandonné sa dimension humaine ni la banalité de ses personnages. Je dirais même qu'il les ramène à ça, puisque l'histoire reprend 5 ans après les événements du premier film. John et Allison ont acquis un nouveau statut et un rôle privilégié au sein de leur communauté. Elle est chef, vote des décisions collectives et veut sauver tout le monde avec optimisme. Et lui est devenu une sorte d'éclaireur et d'aventurier. Il part à l'extérieur, répare les trucs importants parce qu'il sait tout faire tel un bon cliché de daron américain. Bref, ce sont deux piliers au moment où on les retrouve, mais ils repèrent tout et redeviennent des gens lambda dépassés par la situation après l'avoir un temps maîtrisé. C'est pareil pour Nathan, leur fils qui est maintenant joué par Roman Griffin Davis, le gamin de Jojo Rabbit. Il est assez plat et inintéressant, mais finalement c'est juste un adolescent normal. Pas forcément héroïque ni spécial, si on oublie sa capacité étonnante à ne plus paraître diabétique. Oui, parce que contrairement au premier film, sa maladie n'est plus du tout un enjeu, ni la réfrigération de son insuline. Mais bon, ça aurait été redondant d'en refaire une problématique, donc allez, on ferme les yeux. On ferme les yeux et on s'imagine dans un monde nouveau, débarrassé de l'IA et de la tyrannie de Google, où la presse sera naturellement indépendante et les journalistes heureux. Puis on les rouvre et on revient à la réalité, celle où des médias libres comme Écran Large survivent grâce à vous. Pour ça, on propose un abonnement payant sur le site qui donne accès à des dossiers sur des films, des séries, des personnalités, des analyses de séquences, de box-office, et j'en passe et des meilleurs. Je referme cette parenthèse que j'ai si subtilement ouverte. Le premier acte est même assez malicieux pour laisser croire que John deviendra le leader d'un petit groupe de survivants tel un Rick Grimes mais sans chapeau ni étoile de shérif. Mais l'intrigue est parfois moins prévisible qu'on l'imagine et surtout plus cruelle. Il y a d'abord une plus grande générosité visuelle pour tout ce qui est apocalypse. On a un vrai petit catalogue des catastrophes naturelles avec la Manche asséchée, Liverpool inondé, les orages électromagnétiques ou encore les cimetières d'avions, même si pour pinailler c'est quand même parfois des plans figés qui défilent comme des diapositives. Personnellement, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le film n'hésite pas à semer les cadavres en cours de route. Comme dans le premier opus, l'expédition des Garrity est faite de gens et de lieux de passage, et surtout de désespoir. Je trouve d'ailleurs assez beau que les seuls à vivre en paix soient ceux qui ne peuvent plus se souvenir de rien. En plus de ça, à mesure que la petite troupe se rapproche de la terre promise, la menace environnementale s'efface pour relaisser place à la menace humaine et à la guerre qui décime ce qu'il reste de l'humanité. C'est intéressant de faire de ce cratère de tous les espoirs, donc là où la vie est censée renaître, le terrain d'un conflit militaire. Mais tout ce contexte politique aurait mérité d'être creusé, tandis que le propos social, lui, aurait gagné à être plus explicite. On est forcé de superposer la fiction au réel quand on parle d'une famille qui traverse la Manche au péril de sa vie pour rejoindre la France, fuir la mort et la misère et prendre un nouveau départ. Encore plus quand John échange quelques mots avec un immigré du monde d'avant, originaire du continent africain. Sauf que cette seconde lecture, pour moi, c'est plus le fruit de notre propre interprétation et extrapolation que d'une réflexion mûrie par le film lui-même. Disons qu'il égrène son propos et que je trouve ça dommage. Peut-être qu'un troisième opus sur la reconstruction de l'humanité au sein d'un nouveau croissant fertile et cosmopolite serait l'occasion de s'emparer franchement du sujet, mais bon, aucune suite n'est prévue pour l'instant et vu le départ cata du film au box-office, ça sent le soufre cette histoire. Il a démarré avec 8 petits millions de dollars au box-office domestique, donc à moins d'une remontée spectaculaire, ce sera certainement pas un succès. Comme d'habitude, on suivra sur Écran Large la carrière du film au box-office tout au long de son exploitation. C'est maintenant le moment de conclure cette vidéo et de vous renvoyer sur notre sélection des meilleurs films catastrophes, histoire de continuer à regarder le monde brûler, mais au cinéma et pas aux informations. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusque là et on se dit à très bientôt. Stop!